Nous sommes le 9 octobre 1999 à Malaga en Espagne alors que la jeune Rocio Walinkoff de 19 ans quitte le domicile de son petit ami pour aller chez elle, se changer, prendre une douche pour ensuite revenir chez son petit ami. Et pourtant, ni son petit ami, ni sa mère, ni sa sœur et ni ses amis ne la reverront jamais vivante. Aujourd'hui, je vous présente un cas dont, à ce qui paraît, il y a une série sur Netflix. Je ne l'ai pas vue, mais ce sujet m'a été demandé par une abonnée, donc j'ai décidé de la faire. Je n'ai toujours pas de décor, j'ai encore ma foutue sinusite qui a décidé de s'installer pour ne jamais partir. On dirait qu'elle est très bien où elle est, mais j'ai décidé de faire comme si elle n'existait pas. Peut-être qu'à force de l'ignorer, elle va vouloir partir. Donc voilà, j'ai toujours pas de décor et je filme à terre parce que la dernière vidéo, je trouvais qu'elle était vraiment trop écho dans ma cuisine. Fait que c'est ça, je filme à terre pour l'instant dans ma chambre. Mais bref, je suis vraiment très organisée. Tout va bien. Mais bientôt, je vous promets, là, ça sera pas comme ça tout le temps. C'est pas super top, là. Je filme à terre comme derrière ma porte. Fait que si mon chum arrive, il me rentre dedans carrément. C'est vraiment cool. Je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, tasse de café à la main et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Nous sommes le 9 octobre 1999 alors que la jeune Rocio Walinkoff de 19 ans quitte son domicile où elle habite avec sa mère Alicia et sa sœur Rosa pour se rendre chez son petit ami qui habite à même pas 500 mètres de son domicile à elle. À ce moment-là, il est 17h30. Elle va passer la soirée chez son petit ami et vers 21h30, elle va quitter le domicile de son copain pour retourner chez elle, se changer, prendre une douche, juste avant de rejoindre la foire qui était Fuan Girola avec ses amis. Bon, entre parenthèses, excusez-moi de l'accent, moi je parle pas du tout espagnol, donc mon accent risque d'être vraiment mauvais. Donc tout le long de la vidéo, je vais vraiment prononcer les mots en français, pas d'accent. Ça risque d'être super. Et là, finalement, la soirée va passer. Alicia et Rosa vont aller se coucher. Le petit ami de Rocio, lui, va aller à la foire en se disant que sûrement que Rocio avait changé d'idée et qu'elle avait décidé de rester chez elle, de dormir parce qu'elle était fatiguée. Donc, personne à ce moment-là va se poser de questions, pas du tout. Et ce n'est que le lendemain matin, lorsque Alicia va se réveiller, qui est la mère de Rocio, ou Rocio, je sais même pas c'est quoi, en tout cas. Lorsqu'elle va se réveiller et qu'elle va aller dans la chambre de sa fille pour constater que sa fille est même pas revenue de la soirée. Donc là, elle va se poser des questions et elle va décider d'appeler son petit ami qui lui, va lui dire, non, elle était pas à la foire, je pensais qu'elle était retournée puis qu'elle avait décidé de dormir. Et là, Alicia va commencer un peu plus à s'inquiéter. Elle va décider d'appeler les amis de Rocio, mais personne l'a vue dans la soirée, dans la nuit ou ce matin. Donc, elle est comme disparue. Alicia va décider d'aller faire le tour de Malaga, bon, le tour du quartier, pour voir si elle ne verrait pas sa fille peut-être revenir de chez une amie qu'elle a oublié d'appeler, mais elle ne la verra pas. Finalement, elle va décider d'aller au poste de police pour reporter sa disparition. Elle va continuer de faire les recherches en attendant que les policiers se ramènent et à même pas quelques mètres de son domicile, donc tout près d'un terrain vague, Alicia va découvrir en fait une des chaussures qui appartenaient à sa fille parce qu'elle les reconnaît. Il y avait aussi des traînées de sang qui menaient à un gros tas de sang.
Les policiers vont arriver sur les lieux où Alicia s'est arrêtée, donc près du terrain vague, là, et ils vont suivre les filets de sang. Et là, ils vont se rendre compte qu'avec tous les filets de sang et la grosse flaque de sang, ça serait étonnant que la jeune fille soit encore en vie. Donc à ce moment-là, ils ne cherchent plus quelqu'un de vivant, mais ils vont rechercher un corps. Pendant leur recherche, les policiers vont remarquer qu'il y a des traces de pneus sur le sol qui étaient situées tout près des flaques de sang. Et en fait, où il y avait les traces de pneus, il y a comme une pente. Et on voit comme si quelque chose avait été traîné jusqu'au haut de la pente. Donc à ce moment-là, ça donne déjà une petite idée aux enquêteurs. La personne qui a fait cet homicide-là ne pouvait pas être seule. Parce que, vu l'inclinaison de la pente, c'est impossible qu'il y ait juste une personne. Donc là, ils vont se mettre à suspecter, à rechercher 2 criminels. Le sang qu'il avait sur le sol, il y a des parties qui vont être envoyées au laboratoire pour être expertisées. Le 12 octobre de la même année, il y a un chauffeur de taxi qui va rapporter que le soir du 9 octobre, justement vers 22h, il a dû esquiver une voiture qui roulait en sens inverse, donc qui s'en venait carrément vers lui, et que la personne conduisait extrêmement mal dans le véhicule. Mais à part ça, ce ne sera pas vraiment une piste que les enquêteurs vont pouvoir suivre parce que ils n'ont pas de véhicule, ils n'ont pas de numéro de plaque, ils n'ont même pas des détails physiques de la personne qui conduisait. Donc l'appel va comme rester sans résultat. Les employeurs de Rocchio vont même offrir une récompense de 2 millions de pesetas, ce qui équivaut à environ 18 000 $ pour toute information utile ou alors pour l'avoir retrouvée finalement. Donc c'est quand même beaucoup. Je pense que Rocio était vraiment, vraiment aimé de ses employeurs pour que ses employeurs fassent ça. Le 16 octobre, les résultats du laboratoire vont arriver et effectivement, c'est le sang de la jeune Rocio. Donc, la jeune Rocio Waninkoff est née le 9 novembre 1979 en Espagne. Son père s'appelle Willem Guillermo Waninkoff et sa mère s'appelle Hilaria Alicia Hornos. Elle grandit avec un père qui est très violent, agressif, colérique, comme beaucoup d'histoires qu'on parle finalement. Mais ça, en fait, c'est vraiment le témoignage d'Alicia, la mère. Elle dit que justement, William avait un comportement très, très possessif, très jaloux, très manipulateur, très dominant. Il aimait beaucoup dominer sa femme et ses enfants. Il aimait aussi beaucoup les frapper. Donc, c'était des enfants et une femme battue finalement. Et leur relation allait très mal. Et en 1982, Alicia, la mère, va entamer une relation avec une certaine Dolores Vasquez, alors qu'elle est encore mariée à Willem. En 1983, elle va quitter Willem pour finalement décider d'emménager avec Dolores, alors que lui, Willem, va retourner aux Pays-Bas parce que c'est là d'où il venait. Et là, Alicia va avoir la garde complète de ses 3 enfants, donc Rosa, Rocchio et le petit frère. Mais le petit frère, on n'a pas trouvé, en tout cas, j'ai pas trouvé le nom. Peut-être qu'il l'a dans la série Netflix, mais comme je vous l'ai dit, moi, la série Netflix, je l'ai pas encore vue. La relation de la famille va vraiment très très bien aller. Sincèrement, les relations sont très bonnes, c'est paisible. Tous les enfants s'entendent très bien avec la belle-mère Dolores et même qu'ils vont finir par prendre son nom de famille. Donc, ça va devenir Rocchio Vasquez Hornos, donc le nom de famille de la mère. On voit vraiment que le père, le nom de famille Waninkoff va vraiment comme prendre le bord un peu, là, et que Dolores va vraiment agir un peu comme un papa finalement. C'est 1988, Dolores et Alicia vont mettre fin à leur relation, mais ils vont quand même rester habités ensemble quelques temps, jusqu'en 1994 où Alicia va déménager avec un homme en qui elle avait commencé une relation quelques mois plus tôt, qui s'appelle Juan Cirillo. Finalement, malheureusement, le corps de Rocchio Waninkoff, âgé de 19 ans, a été retrouvé le 2 novembre 1999 près de Los Altos del Rodeo, un centre sportif. Le cadavre était tellement en piteux état qu'ils ont eu de la difficulté à essayer d'identifier le corps. La sœur de Rocchio, donc Rosa, elle a été capable parce que Rocchio avait des bijoux sur elle encore que Rosa a reconnu finalement. L'état du cadavre, c'est assez intense, donc si vous êtes sensible, peut-être juste ne pas écouter.
Elle a complètement été défigurée, elle a même été brûlée avec un certain acide. Elle a été poignardée 9 fois avec ce qui semblait être un rasoir, mais aussi avec un couteau, une lame de couteau. Elle était momifiée. Ça, c'est lorsque le corps est conservé de manière accidentelle ou voulue. Et elle était squelettisée. Ça, le squelettisé, c'est probablement la dernière étape de la décomposition. Donc là, vraiment, là, ça a été une découverte vraiment terrible pour les policiers qui ne s'attendaient pas du tout à voir un cadavre aussi amoché que ça. Elle ne portait plus de vêtements à partir de la taille et tout ce qui était pantalon ou culotte n'a jamais été retrouvé. Les policiers n'ont jamais retrouvé ça. Son t-shirt avait été déchiré avec les lames du rasoir. L'autopsie, par contre, heureusement, entre parenthèses pour elle, a révélé que la mort de Rokyo a été très rapide parce qu'elle a reçu beaucoup de coups au côté gauche du corps, ce qui lui a sans doute causé une paralysie musculaire ou encore elle est tombée inconsciente. Donc, elle est morte alors qu'elle était inconsciente ou paralysée là, finalement. Ses organes pulmonaires avaient même été touchés. Donc, ça n'a vraiment pas été une mort lente et hyper douloureuse. Oui, c'est sûr que, bon, ça fait mal, là, se faire poignarder, j'imagine, là, mais ça n'a pas été comme dans d'autres cas de torture là, que j'ai déjà parlé dans ma chaîne. Là. Aucune agression sexuelle n'a pu être retrouvée sur le corps, bien évidemment parce qu'elle était tellement décomposée qu'on n'a pas vraiment pu savoir. Par contre, il y avait des mégots de cigarettes juste à côté du cadavre qui ont été retrouvés. Et ces mégots de cigarettes-là vont être conservés et envoyés en laboratoire pour être capable d'extraire l'ADN. Mais là, n'oubliez pas, l'ADN commence à être de mieux en mieux. Et là, lorsque les analyses de cet ADN-là vont arriver, c'est un ADN qu'on ne connaît pas, qui n'est pas connu des services de police. Donc là, c'est encore plus difficile. Et malheureusement, l'enquête va stagner un peu parce que l'ADN, on la connaît pas. L'autopsie va aussi révéler que le cadavre n'est pas mort où il a été retrouvé. Donc, en fait, le cadavre, Rokyo, finalement, elle est vraiment morte où on a trouvé la filée et la flaque de sang et que vraiment, elle a été traînée jusqu'en haut de la pente montante. Et où est-ce qu'ils l'ont retrouvée, là, finalement? Donc là, je vais faire une petite conclusion hâtive. Je me suis sûrement permis de faire ça parce que moi, je connais pas l'affaire. J'ai vraiment, je vous jure, j'ai pas écouté Netflix. J'ai pas écouté la série. Mais là, je me suis amusée, entre parenthèses, à essayer de faire le portrait psychologique du tueur. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous le connaissent déjà, ont déjà entendu parler de lui. Moi, j'en ai aucune idée au moment où j'ai écrit le script. Donc, voici ce que je pense. Je pense que le meurtrier est un homme qui s'est laissé emporter par la colère. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de difficultés à ne pas succomber à ses pulsions, avec les 9 coups de couteau que la victime a reçus. Je pense qu'effectivement, elle a dû être violée parce que le fait qu'il ait enlevé ses pantalons et sa petite culotte et que ça n'a jamais été retrouvé, normalement, moi je pense vraiment que ça c'est un crime sexuel qui a vraiment mal viré parce que la pulsion meurtrière, elle a embarqué. Un tueur non organisé qui s'est laissé justement aller avec ses pulsions. Donc, ça a commencé avec une pulsion de vouloir agresser sexuellement quelqu'un et que pendant l'agression sexuelle, d'après moi, ça l'a vraiment comme... Il y a la pulsion meurtrière qui a embarqué et ça a donné le meurtre de cette jeune femme. Il était non organisé aussi parce que, il n'y a pas tant de modus operandi, on dirait, là-dedans. C'est un peu bâclé, c'est vraiment sale, il n'a pas nettoyé, il a vraiment fait ça comme à la hâte de même. Il n'a pas non plus cherché à effacer les preuves, donc les preuves de son véhicule et tout. Donc voilà, c'est ce que je pense du meurtrier. Maintenant, on va voir c'est qui un petit peu plus tard. Là, j'avais envie avec vous de parler un peu de Dolores Vazquez. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? J'ai lu beaucoup d'articles qui disaient à quel point elle avait vécu l'enfer pendant toutes ces années-là parce que il n'y a pas de preuves. Donc, en fait, il n'y a pas de preuves, il n'y a même pas de témoins potentiels qui auraient pu être au courant de quoi que ce soit, de ce qui s'est passé avec Dolores Vazquez et Rokyo Wadinghoff, si c'est vraiment elle qui l'a enlevé et qui l'a assassiné. Puis justement, Dolores Vazquez était l'ex-compagne d'Alicia, justement parce qu'ils se sont laissés.
et que les policiers pensaient que Dolores voulait se venger d'Alicia. Mais en fait, c'est Alicia qui a décidé un jour de contacter la police pour dire « Oui, moi je suspecte mon ex-conjointe Dolores et je pense qu'elle aurait pu kidnapper et assassiner ma fille pour se venger parce que je l'ai laissée et que j'ai commencé une relation avec quelqu'un d'autre. » Donc là, la police vont vraiment se mettre à enquêter sur Dolores, ils vont même écouter ses conversations, ils vont l'épier du matin au soir, c'est fou, mais ils trouvent rien. Il n'y a absolument rien contre Dolores, mais pourtant, ils vont trouver n'importe quoi. Ah, elle était lesbienne. Donc ça a été une des premières choses qui a été mentionnée durant le procès, c'est qu'elle était lesbienne. Sa coupe de cheveux, son apparence, elle ne sourit pas beaucoup, elle est froide, elle est raide, elle est dure, elle parle pas beaucoup, son apparence, son comportement, comment qu'elle était, ça a vraiment été... Ils ont vraiment mis ça en avant durant le procès pour la condamner et malheureusement, elle a été condamnée. Le 25 septembre 2001, Dolores Vasquez va être condamnée à 14 ans de prison et elle devra payer une amende à Alicia de 108 000 €. Mais là, en fait, en tout cas, on voit que ça a vraiment été un procès stupide, là. Comme la plupart des pays, mettons comme aux États-Unis, ça prend absolument un coupable. Une affaire de meurtre ne peut pas rester non élucidée parce que c'est pas bon pour le district, c'est pas bon pour le maire de Malaga, c'est pas bon pour les élections. Ça, c'est vraiment politique, là. C'est carrément politique et c'est pas bon. Donc, n'importe qui, on doit vraiment trouver le coupable. Et bien, dans la plupart du temps, la plupart des cas, ben l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe va être le meilleur coupable qu'il n'y a pas et on va tout faire. Parce que finalement, l'ADN qu'ils ont retrouvé sur les mégots de cigarettes concordait pas du tout avec l'ADN de Dolores. Ça m'a fait penser justement un peu à Cameron Erin, je sais pas si vous connaissez, bon sûrement, là. Ça a vraiment fait le tour de TikTok, ça a fait le tour de pas mal de plateformes de réseaux sociaux. Lui, c'est un petit garçon, ben c'est un jeune homme de 18 ans qui a été condamné à 24 ans de prison parce qu'il a assassiné une femme et sa fille qui se promenaient en poussette alors que lui a décidé avec un de ses amis de faire une course de rue. Donc il roulait à environ 160 km/h lorsqu'il a frappé la mère et sa fille, ce qui a causé leur décès. Donc là, tu sais, il y en a beaucoup qui vont prendre sa défense parce qu'il est beau. Il y en a beaucoup qui vont prendre sa défense parce qu'il est jeune, mais tu sais, il a des beaux cheveux noirs, il a un beau visage, il a des grands yeux bleus. Et puis, ça a été prouvé, en fait, que plus tu es beau, plus ta sentence va être courte et plus, ben, en fait, tu as moins de chances de te faire emprisonner et d'être condamné. Donc, plus tu es beau. Mais tu vois, avec la différence de Dolores Vasquez, elle, c'est qu'elle était lesbienne, elle n'avait pas une belle apparence. Donc, plus tu es moche ou plus tu te retrouves écarté des standards de beauté de la vie sociale, de la société, plus tu as de chances d'être condamné, même si tu n'as rien fait, même s'il n'y a aucune preuve contre toi. Donc, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et si vous voulez que je parle du cas de Cameron Erin, qu'est-ce qui s'est passé en cours, nanana, vous pouvez m'écrire en barre de commentaires, ça me fait plaisir. C'est sûr que ce ne sera pas une grosse vidéo, parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire, il n'y a pas un gros passé criminel, là. Mais si vous voulez que j'en parle, ça me fait plaisir, donc vous pouvez m'écrire en commentaire. Le 8 février 2002, le tribunal supérieur d'Andalousie va annuler la condamnation de Dolores parce qu'effectivement, ils reconnaissent que ben ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves contre elle. Il n'y a absolument rien qui la relie au crime ou à la mort de Rocchio. Parce que finalement, ben, c'était la seule suspect qu'il y avait. Ils n'ont pas d'autres suspects parce que l'ADN retrouvé sur les mégots de cigarettes est inconnu. Donc, il n'y a vraiment rien. Puis tu sais, dans un terrain vague, il n'y a pas non plus de témoins. Il n'y a absolument rien qui se passe là. Elle va être mise en libération conditionnelle et elle devra se présenter au poste de police chaque lundi et ne pas quitter le territoire en attendant son procès en octobre 2003. Et là, boum, elle attend son procès pour octobre 2003, sauf que le 15 août 2003, il y a le corps d'une autre jeune adolescente de 17 ans, du nom de Sonia Carabante, qui va être retrouvée à Coens, une localité voisine de Mijaz. Mijaz qui se situe où Rocchio habitait. Elle a été enterrée sous un gros rocher. Elle avait été battue et étranglée à mort. Encore là, une fois, des traces de relations sexuelles, d'agressions sexuelles ne seront pas retrouvées sur le corps ou peut-être en petite quantité. C'est pas exclu, mais c'est pas inclus non plus dans le dossier du meurtre. Les
Les enquêteurs vont prendre des échantillons de sang qui a été retrouvé, mais aussi de l'ADN qui était sous les ongles de Sonia. Ils vont l'envoyer en laboratoire pour se faire expertiser. Et boum, l'ADN concorde avec l'ADN qui avait été retrouvé sur les mégots de cigarettes lors du meurtre de Rokyo Walenkov. Donc là, on a le même meurtrier, mais ça peut pas être Dolores. Donc Dolores, finalement, va pouvoir s'en sortir sans peine. Mais entre parenthèses, Dolores va encore vivre dans la peur et jusqu'à aujourd'hui, elle ne sort pas beaucoup. Elle habite chez sa mère. Elle ne sort pas beaucoup de chez elle parce qu'elle a tellement été démolie par la justice, elle a tellement été démolie par les journalistes qu'encore aujourd'hui, elle a beaucoup de difficultés à croiser le regard de ses voisins ou le regard des gens qu'elle croise à l'épicerie. Le 18 septembre 2003, le tueur de Sonia va être arrêté et il s'agit de Tony Alexander King. Alors, de son vrai nom, Anthony Bromwick est né en 1967 en Angleterre, soit à Londres. À cette époque-là, le quartier Holloway était vraiment un quartier destitué comme les pauvres. Dans le fond, c'était vraiment très très pauvre comme quartier et Tony, il y habitait. Et là, en 1985, il y a une série d'agressions sexuelles, de vols et de délits qui vont être répertoriés dans le petit quartier de Holloway. Ça va souvent être des tentatives de meurtre par strangulation qui sont répertoriées. Et là, en fait, le coupable va rester anonyme parce qu'il n'y a aucune femme qui est capable de le décrire, il n'y a aucune femme qui est capable de donner sa corpulence, sa grandeur, sa grosseur. Bref, on ne sait pas c'est qui. Donc, on va commencer à le surnommer The Holloway Strangler. Donc, à ce moment-là, Tony a seulement 18 ans, ce qui est très très jeune. Donc, 5 mois plus tard, Tony va se faire arrêter justement pour avoir essayé d'agresser sexuellement 5 jeunes femmes en 1985 et pour avoir fait des tentatives de strangulation justement sur les mêmes 5 personnes. Parce que les femmes vont avoir porté plainte et finalement, il y en a une qui va être capable de dire c'est lui. Le juge va le condamner à 10 ans de prison, mais malheureusement, il va en faire seulement que la moitié, donc 5, et il va purger le reste de sa peine dans la société, donc avec un bracelet électronique et il ne peut pas sortir du territoire, il doit se rendre au poste de police chaque mercredi à 17h. Bon. Malheureusement, il va se faire arrêter seulement quelques semaines plus tard pour avoir volé et menacé une femme avec un couteau et va ressortir de prison en 1985. En 1993, il veut reprendre un nouveau départ, donc il va changer son nom et il va commencer à s'appeler Tony King. Il va se marier avec une certaine Cecilia Pantoja et ensemble, ils vont avoir une fille. Seulement en août 1997, il va être filmé en train de menacer une femme de viol. Et lorsque les caméras de surveillance vont être diffusées à la télé, Tony va avoir tellement peur qu'il va quitter l'Angleterre pour aller se cacher à Malaga en Espagne. Il va se mettre à travailler en dessous de la table et en 2005, Tony va être condamné à purger une peine de prison de 36 ans pour l'enlèvement, le meurtre et l'agression sexuelle de Sonia Carabante et doit payer à la famille une somme, attention, d'environ 350 000 $. Il va être aussi condamné à purger 7 ans de plus pour la tentative de viol d'une femme à Malaga en 2001. Et là, seulement 1 an plus tard, donc en 2006, il va être reconnu coupable du meurtre de Rokyo Walenkov et il va être condamné à 19 ans de plus, donc 19 ans supplémentaires qu'il avait déjà eu à sa peine. Il va envoyer des lettres aux parents de Sonia et aux parents de Rokyo pour s'excuser, demander pardon, il sait pas ce qui s'est passé, nanana. Mais quelques temps plus tard, il va recommencer à clamer son innocence. Donc, en ce moment, il purge une peine à la prison de sécurité maximale de Herreras de la Mancha à Ciudad Real, en Espagne toujours. Donc voilà, l'histoire de Rokyo Walenkov et de Sonia Carabante et de Tony King est terminée. Je me suis vraiment fait un plaisir, en fait, d'essayer de trouver un peu le portrait psychologique du tueur, alors que moi, je le connaissais pas. Je pense que c'est quand même bien, je m'en viens pas pire. En tout cas, c'est un petit jeu que... Ouais, c'est un petit jeu que j'aime bien me fixer des fois. Quand on a assez de détails sur la scène de crime, ça aide effectivement à peut-être pouvoir être capable de faire un petit portrait psychologique du tueur. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le contenu, si vous aimez ce genre de petits jeux-là, oui, parce que le mot jeu, c'est quand même grand, là.
Dites-moi si vous aimez ça, je peux en refaire d'autres. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de les traiter. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve samedi prochain pour un autre sujet. Mais d'ici là, ben, prenez grand soin de vous. Gros bisous. Ciao! Let's go.